On va commencer par Florence Martineau, qui est infirmière et étudiante à la maîtrise de la faculté des sciences infirmières de l'Université de Laval, sous la supervision de Diane Tapp, qui va nous présenter les facteurs menant à l'utilisation du protocole de détresse respiratoire et les impacts de son administration chez les personnes âgées en fin de vie. Donc, bonjour à tous. Comme mentionné, là, ma présentation aujourd'hui porte sur le protocole de détresse respiratoire. Donc, au Québec, lorsqu'une personne en fin de vie présente une détresse aiguë, ça signifie que les symptômes expérimentés par celle-ci sont devenus réfractaires. Donc, ils résistent au traitement habituellement efficace avec les autres patients et qu'ils sont associés à une souffrance intolérable traduite par un état de panique. Cette situation d'urgence se pallie avec le protocole de détresse respiratoire qui existe seulement au Québec. Cette intervention de dernier recours consiste à l'administration simultanée de 3 puissants médicaments à forte dose afin qu'on puisse soulager rapidement la personne en diminuant son état de conscience. Toutefois, quelques problématiques ressortent de cette intervention. Donc, premièrement, le protocole ne fait pas l'objet de recommandations cliniques ou scientifiques, malgré son utilisation fréquente auprès des personnes âgées en fin de vie. Son utilisation varie beaucoup d'un milieu de soins à un autre. Plus d'une fois sur deux, le protocole serait administré avec la présence de contre-indications. Et finalement, les impacts associés à son administration sont peu connus. D'ailleurs, les études antérieures qui se sont intéressées au protocole se sont concentrées sur une population atteinte de patients atteints de problèmes respiratoires. Donc, les autres patients qui reçoivent aussi le protocole ont reçu peu d'attention. Le but de notre étude était de déterminer les facteurs qui mènent à l'utilisation du protocole de détresse respiratoire et les impacts de son administration auprès des personnes âgées en fin de vie dans différents milieux de soins. Pour répondre à ce but, une étude rétrospective de cohorte a été réalisée à partir de dossiers médicaux de patients déjà décédés dans 6 milieux de soins différents. Après la collecte de données qui a duré 2 ans, des analyses ont été effectuées, certaines à l'aide d'un statisticien, afin de déterminer les effets de différentes variables sur l'utilisation du protocole. Donc, on peut changer. Au total, c'est 492 dossiers qui ont été inclus dans l'étude. Et au total, c'est 16,46 de ces patients en fin de vie qui ont reçu le protocole de détresse respiratoire. Mais pourquoi certains patients en fin de vie reçoivent-ils le protocole de détresse respiratoire plus que d'autres? Pour répondre à cette question, on a pu définir 3 principales catégories de facteurs qui mènent à l'utilisation du protocole. Vous pouvez d'ailleurs les visualiser à partir de mon schéma. Premièrement, il y a les facteurs qui sont liés au patient, qui comprennent entre autres les diagnostics à l'admission du patient. Le recours au protocole, en fait, était beaucoup plus récurrent pour certains diagnostics. Par exemple, les patients atteints de démence ont reçu jusqu'à 3 fois plus de protocoles que les patients atteints d'un cancer du poumon. Aussi, il y a les facteurs qui sont liés à l'infirmière, qui comprennent entre autres le nombre total d'évaluations de tous les symptômes et les interventions pharmacologiques. Finalement, il y a les facteurs organisationnels qui comprennent le milieu de soins au moment du décès et le nombre de visites médicales avant le décès. La proportion de patients qui ont reçu au moins un protocole de détresse respiratoire aux soins intensifs et en CHSLD était nettement plus élevée que ceux dans les milieux plus spécialisés aux soins palliatifs. Donc, aussi, dans notre étude, la proportion de patients qui ont reçu au moins un protocole non conforme était de 53,1 %, ce qui est cohérent avec les autres études. Finalement, 50 % des personnes en fin de vie sont décédées moins de 5 heures 50 minutes après l'administration du protocole. On peut changer. Pour ce qui est des constats, notre étude porte à penser que les diagnostics spécifiques à l'état respiratoire identifiés dans les autres études ne sont pas davantage reliés à l'utilisation du protocole de détresse respiratoire. Les personnes en fin de vie avec d'autres diagnostics comme la démence nécessitent davantage d'attention pour assurer leur confort et pour qu'on puisse éviter une détresse aiguë. Aussi, les résultats de notre étude nous laissent croire que la variation d'utilisation selon les milieux peut être expliquée par la présence de différentes cultures de soins infirmiers. Par exemple, on sait qu'aux soins intensifs, la culture
est plutôt interventionniste, donc souvent accompagnée d'interventions pharmacologiques agressives. Ça pourrait expliquer pourquoi, dans ce milieu, les infirmières utilisent plus couramment le protocole. Finalement, le taux élevé de patients ayant reçu au moins un protocole non conforme et le taux de survie soulèvent de nombreuses questions quant aux pratiques reliées à cette intervention. Un peu plus d'un patient sur deux nécessitait quand même une intervention plus adéquate. Pourtant, ce protocole-là ne fait pas l'objet de surveillance particulière dans les établissements, comme par exemple les surveillances faites pour l'aide médicale à mourir ou pour la sédation palliative. En conclusion, plusieurs autres pistes de recherche se poursuivent à la lumière de ces éléments pour qu'on puisse améliorer la prise en charge de ces patients-là en fin de vie. D'ailleurs, ils feront l'objet de plusieurs publications et futurs projets de recherche. Donc voilà, merci beaucoup.